Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Raymond Aron, géant parmi les intellectuels du 20e siècle. Est-ce que la liberté dans la cité est un objectif prédominant de notre volonté morale? Oui. Est-ce que cette volonté est aujourd'hui accessible au plus grand nombre des hommes à l'Est ou à l'Ouest? Non. La liberté dans la cité. L'idéal de cette liberté dans la cité dont parle Raymond Aron dans cette entrevue qui date de 1961 sera au cœur de son discours tout au cours de sa vie. La liberté de l'homme face à toute forme de totalitarisme ou d'embrigadement aveugle à quelque idéologie que ce soit sera toujours au centre de la pensée de Raymond Aron. Avec Sartre, avec qui il se retrouvera très vite en opposition, Aron fait partie des quelques grandes figures intellectuelles à avoir marqué la France du 20e siècle. Quand on arrive au Canada français, on vous dit nous étions 65 000 au moment du traité de Paris, nous sommes aujourd'hui plus de 4 millions, et avec tous les Canadiens français qui sont dans le reste de l'Amérique, 5,5 millions. Puisque les 65 000 Français la fin du XVIIIe siècle ont survécu, il est sûr que la communauté aujourd'hui, puissante et en voie d'enrichissement des Canadiens français, survivra. Ce qui est le problème, c'est de savoir comment cette communauté de langue française maintiendra son originalité, sa spécificité de culture dans un milieu économique dominé par la façon de vivre américaine et dans une économie industrielle dont la langue est l'anglais. Le problème est difficile, à mon avis il n'est pas insoluble, car on peut parler anglais dans les affaires économiques et parler en français dans la langue de culture ou la langue du cœur. Quel est le phénomène social qui vous a le plus frappé au Canada, M. Aron? Je vous ai dit le premier, l'industrialisation du Canada français et cette combinaison entre les éléments de la civilisation industrielle de toute l'Amérique du Nord et une espèce de traditionnalisme de culture, de religion, de façon de penser qui est resté extraordinairement fort. Raymond Aron répondant aux questions de Judith Jasmin à l'émission Carrefour en 1958. Pour nous parler de Raymond Aron et de l'importance qu'aura sa pensée au 20e siècle, mon invité est le sociologue, chroniqueur, auteur de nombreux essais, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Commençons avec ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant, on parle peu souvent du rapport d'Aron au Québec. Vous qui vous intéressez beaucoup, Mathieu Bock-Côté, à ces questions d'identité québécoise, on est en plein là-dedans, dans ce qu'on vient d'entendre. Comment vous comprenez la façon dont Aron décrit le défi de la spécificité québécoise? C'est Aron avant la Révolution tranquille, cela dit. Donc, au dernier moment du Canada français traditionnel, d'une certaine manière. Je crois que chez Aron, il y a une question qui est présente chez lui. Les sociétés modernes sont des sociétés industrielles qui sont appelées à se massifier d'une manière ou de l'autre, mais les peuples ne sont pas des réalités artificielles. Les peuples ont une profondeur historique, un être historique, une forme presque de profondeur spirituelle à leur manière. Et je crois qu'Aron était très attaché à la diversité des nations. Pour lui, la nation était une catégorie politique fondamentale. Ouais. Et de ce point de vue, je ne suis pas surpris qu'il ait été attentif à la question de la différence québécoise. Et 10 ans plus tard, quand il va commenter le Vive le Québec libre, il va être assez sévère envers le Vive le Québec libre, mais cela dit, il va dire que le projet de faire durer une société de langue et de culture française en Amérique du Nord est un projet fondamental auquel les Québécois doivent se maintenir, naturellement. Et que les identités nationales, au fond, peuvent résister à, je reviens à l'extrait qu'on vient d'entendre, à ce contexte économique. Donc, on est dans la réalité matérielle. C'est un aspect de Aron qu'on connaît moins bien parce qu'on connaît surtout le philosophe libéral, on connaît surtout l'intellectuel libéral. Or, Aron est aussi un patriote au sens le plus exigeant du terme. Il y a un patriotisme brûlant chez lui, français, évidemment, mais aussi il y a une porte attention à la diversité des nations et des peuples. Et dans ses travaux, les plus savants, comme dans ses éditoriaux, parce qu'il a toujours travaillé sur les deux terrains, à la fois le savant et l'intellectuel public, il prend au sérieux les nations comme on ne les prend plus au sérieux aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a tendance à les voir comme une communauté d'individus reliés par le droit et une culture superficielle. Chez Aron, la durée historique des nations, la profondeur historique des nations, c'est un fait structurant de l'univers politique. Il est très attentif aux passions, il est très attentif aux imaginaires collectifs, à l'inconscient collectif. Donc, de ce point de vue, il ne pouvait qu'avoir à tout le moins un clin d'œil pour les Québécois. Pourquoi Raymond Aron, Mathieu Bock-Côté, est si important? De quelle manière est-il si important dans le milieu intellectuel français du
XXe siècle? Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des intellectuels français, mais pas seulement français, se laissent véritablement hypnotiser par la tentation communiste ou la tentation totalitaire. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le paradis socialiste migrateur. On va s'intéresser à Moscou, à Pékin, à La Havane, à Phnom Penh. On va véritablement... les intellectuels vont être tentés par un communisme totalitaire et vont tout pardonner au communisme, qui multiplie les morts par millions, au nom des grands idéaux qui sont les siens. Et Raymond Aron va nous dire « L'histoire ne doit pas s'écrire avec une langue poétique, mais doit s'écrire en prose. » Il va être un des seuls défenseurs décomplexés, raisonnables, articulés de la démocratie libérale, de la civilisation occidentale, alors que l'ensemble des intellectuels qui étaient dans une forme de... la grande majorité, disons, étaient dans une forme de dérive idéologique inquiétante. Aron, avec une forme de lucidité exemplaire, regarde l'époque, ne se laisse pas bluffer par les idéologies, défend la liberté, défend les libertés, ne cède pas aux discours intimidants, ne cède pas aux discours idéologico-poétiques, disons ça comme ça, et en dernière instance, il sera le gardien de la démocratie libérale, alors que plusieurs voulaient la sacrifier au nom d'une utopie rédemptrice. Objecteur de conscience, en quelque sorte, il sera, on y reviendra, mais c'est vraiment, dans les années 50, la figure de l'intellectuel de droite. Il est seul contre à peu près tout le monde. Il est à peu près seul, c'est-à-dire il y a d'autres gens qui ont ce courage civique, mais lui, il va incarner véritablement dans la cité les non-ralliés au communisme et même les résistants au communisme. Et de ce point de vue, un courage civique exemplaire, on ne doit pas sous-estimer ça quand on pense à lui. C'était une vie intellectuelle difficile. Une vie intellectuelle sous le signe des attaques répétées, du discrédit, des tentatives de ruine de réputation. Et toujours, il va s'en tenir à cette espèce de courage civique sans lequel une cité ne peut pas tenir, parce qu'il avait chez lui des convictions profondes, brûlantes, qu'il exprimait de manière raisonnable, mais il ne transigeait jamais sur la défense de la démocratie libérale. Et en fait, dès les années 30, il va... Bon, c'est un bourgeois, il va fréquenter les grandes écoles, l'école normale supérieure. Il va, en 1930, aller étudier en Allemagne. Il passe 3 ans en Allemagne à ce moment-là. Et il y a un lien, parce que dès ce moment-là, Mathieu Bock-Côté, il voit la montée du nazisme. Et c'est à ce moment-là déjà que se développe chez lui cette opposition farouche au totalitarisme. Son allergie au totalitarisme, elle est presque inscrite, on pourrait dire, dans la structure même de sa pensée, mais c'est devant la montée du nazisme qu'il comprend les horreurs qui viennent. Et ça, il y a une forme de lucidité précoce chez lui. Il comprend ce qui vient. Et c'est d'ailleurs, par ailleurs, lorsqu'il est en Allemagne, que lui vient sa vocation intellectuelle complète, c'est-à-dire ce qu'il appelle penser l'histoire qui se fait. Donc, Aron ne sera pas simplement un universitaire dans une tour d'ivoire à l'abri du réel. Ce ne sera pas non plus un politique, même s'il aura la tentation de temps en temps. Il va dire, il appelle ça penser l'histoire qui se fait, donc penser les enjeux philosophiques, existentiels, fondamentaux de notre temps et de les élever à la hauteur de la philosophie. Et comment réussir à comprendre notre époque dans ces enjeux fondamentaux sans se laisser bluffer par les idéologies, je pense que ça va être son projet intellectuel. Il va le mener de manière admirable sur une 50aine d'années. Oui. Et marqué encore une fois par et ça va définir sa pensée, son opposition à tout totalitarisme, à tout idéologisme démagogue. Ce qu'il voit, les autodafés, il est à Berlin au moment où la jeunesse où la jeunesse se laisse emporter par effectivement par la tentation presque luciférienne de la jeunesse hitlérienne. Il voit ça. Lui-même, il est juif, donc il se sent attaqué aussi sur ce plan. Mais il y a chez lui ce sentiment qu'il y a quelque chose comme une forme de nihilisme brutal et barbare qui s'empare de l'Europe. Donc ça va être par l'Allemagne. Ensuite, ce qu'il y a de particulier, on pourrait dire qu'il y a dans le nazisme quelque chose de particulier, c'est que c'est une forme de complaisance dans la violence la pire. Alors que dans le communisme, il y a la prétention d'une forme de sophistication intellectuelle. On prétend, on accepte de tuer par millions, mais au nom des plus grands idéaux. Et Aron dira, vos grands idéaux ne vous excusent pas. Un régime politique ne se juge pas seulement sur ses intentions, mais sur ses actes. Et la promesse de la liberté qui est au cœur de la modernité, dira-t-il aux communistes, vous ne la tenez pas. Et il va être très sévère envers les intellectuels français qui toujours vont être occupés à justifier les dérives du communisme, de l'Union soviétique ou ensuite de la Chine communiste, sous prétexte de la beauté de l'idéal revendiqué. Il dira un instant, le réel est là, et le réel, ce sont des camps de concentration, c'est des camps de travail, c'est la dictature, c'est la tyrannie. Et Aron nous dira, notre société libérale occidentale n'est pas parfaite. Elle est pleine de défauts. Elle mérite d'être critiquée sévèrement, mais elle ne mérite pas d'être conspuée, et elle mérite d'être défendue. Ce sera d'ailleurs le titre magnifique d'un de ses livres, à la fin des années 70, Plaidoyer pour l'Europe décadente. Et puis toujours cette volonté, on revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission, de défendre la liberté dans la cité, de défendre la liberté de l'homme face à toute forme de totalitarisme. Vous disiez à juste titre, vous rappeliez, il est d'origine juive. Ce qui est intéressant par rapport au nazisme, pour terminer là-dessus, c'est que
que son opposition au nazisme va davantage reposer sur cette négation du régime nazi face à l'individu que sur la question juive dans un premier temps, parce que c'est vraiment cette liberté individuelle qui, pour lui, est fondamentale. On l'écoute à ce sujet dans cette entrevue qu'il accorde à notre antenne en 1961. Ce que je crois, c'est que le but de nos efforts sociaux et historiques, c'est de donner au plus grand nombre possible d'hommes le sentiment de ne pas être victime de forces impersonnelles, de ne pas être opprimés par ceux qui les gouvernent, ou pire encore par des forces incontrôlables. Cela dit, il me paraît incontestable qu'à notre époque surtout, chacun de nous se sent très souvent le jouet de forces incontrôlables, et que même quand nous vivons dans un régime démocratique, nous avons souvent le sentiment déprimant, frustrating, diraient les Anglais ou les Américains, de ne pas être capable de maîtriser notre propre univers. Alors, cette question de liberté individuelle qui fait vraiment partie de la pensée de Raymond Aron, Mathieu Bock-Côté, comment définir, au fond, ce libéralisme d'Aron? Le libéralisme d'Aron est un libéralisme tout à fait complexe et passionnant. C'est une défense de l'individu, c'est une défense, fondamentalement, je dirais, de la démocratie libérale, c'est-à-dire le régime favorable à l'éclosion des libertés. Mais le libéralisme aronien n'est pas un libéralisme autoréférentiel, c'est-à-dire fermé sur lui-même. C'est un libéralisme à trait d'union. Le libéralisme de Aron a deux éléments supplémentaires. C'est un libéralisme patriote. Il y a une telle chose que la communauté politique, la patrie, et elle mérite d'être défendue au risque de sa vie si elle est attaquée. Élément premier. Et après mai 68, il y aura quelque chose de très important chez Aron, un libéralisme conservateur. C'est-à-dire, Aron décide, comprend plutôt à ce moment-là, que ce sont les fondements de la civilisation libérale qui sont attaqués. Ses fondements moraux, ses fondements culturels, ses fondements civilisationnels. Et Aron va donc rajouter à son programme, ce qui était déjà implicite, mais là ça devient explicite, une défense des conditions civilisationnelles de la liberté. Et de ce point de vue, il devient conservateur. Lui qui n'avait pas une structure de pensée conservatrice, mais il défend les conditions de la liberté. Donc, c'est l'enracinement, les autorités légitimes, la transmission de la culture, le sens de la civilisation, le sens du politique, le sens du tragique. Il comprend que le libéralisme ne peut marcher seul. Il doit venir avec un trait d'union, et ce trait d'union, c'est l'esprit de civilisation. Revenons au parcours un peu plus chronologique de Raymond Aron. On l'a dit, il étudie donc en Allemagne entre 30 et 33, se développe sa pensée. Ses premiers ouvrages, d'ailleurs, sont publiés et touchent cette société allemande à la fin des années 30. Il arrive la guerre. Il va revenir en France en 33. Il va enseigner, toute sa vie, il va enseigner d'ailleurs. Arrive la Deuxième Guerre mondiale et il se retrouve, lui, durant cette Deuxième Guerre mondiale, en 1940, à Londres. Dans quelles circonstances se retrouve-t-il là-bas et qu'est-ce qu'il va y faire? Alors, comme bien les Français qui ne tolèrent pas la tutelle et la domination allemande, il s'en va à Londres. Mais à la différence de certains, il ne se place pas sous la tutelle du général de Gaulle. Et là, il y a une forme d'ambiguïté historique, c'est que la France à Londres, pour le général, c'est la France libre. Oui. La revue que va diriger Aron, ça va être la France libre. Donc, mais les deux ne sont pas la même chose. Donc, il n'y a pas d'inféodation chez Aron. Il y a toujours eu une forme d'admiration méfiante pour le général de Gaulle. Il l'admire, il va le suivre, mais il ne le suivra jamais de manière inconditionnelle. Et il le critique. Il le critique sévèrement lorsqu'il le faut, mais quelquefois il va se dire qu'il l'a critiqué trop sévèrement. Mais Aron va diriger la revue La France libre, qui est un pôle de liberté intellectuelle, de résistance intellectuelle au nazisme, donc qui propose, on a rassemblé d'ailleurs ses éditoriaux dans 3 livres qui sont devenus ensuite Chroniques de guerre chez Gallimard. C'est lumineux, c'est une interprétation au fil de l'événement de la Deuxième Guerre mondiale, des enjeux philosophiques, moraux, civilisationnels de la guerre, et il va donc incarner une résistance intellectuelle au nazisme à Londres, tout en ayant en lui un regret qui ne le quittera jamais. Il se dit, peut-être aurais-je dû mener la bataille physiquement. Ouais. Il avait été dans les blindés juste avant son exil pour Londres, mais il y a chez lui vraiment l'idée d'une résistance intellectuelle au nazisme sans inféodation à qui que ce soit. C'est admirable. Il revient après la guerre à Paris en 1945, et là, on revient un petit peu à cette époque qu'on a déjà commencé à décrire, cette opposition, entre autres, avec Sartre. Il va écrire, autant il enseignera toute sa vie, autant il fera du journalisme, surtout de l'opinion, de l'éditorial toute sa vie. Il écrira à la fois à la revue Temps moderne de Sartre et ensuite à la revue Combat de Camus. Comment le situer par rapport à ces deux figures qui sont elles-mêmes en opposition? Je vous présente un extrait, en fait, d'une entrevue qu'accorde Raymond Aron sur Sartre à l'ORTF en 1974. Mais dans le cas de Sartre, je crois que pour lui, l'amitié intellectuelle est incompatible avec un dissentiment politique sérieux, parce qu'il est un moraliste et qu'il a de la peine à croire qu'on puisse avoir une opinion différente de la sienne
pour des raisons politiquement ou moralement aussi valables que les siennes. Disons, si vous voulez, qu'il est à cet égard peu libéral, et il parle toujours des libéraux entre guillemets, et il parle volontiers des âmes tendres des libéraux. Je ne trouve pas indispensable d'injurier ceux qui pensent autrement que moi. Mais enfin, Sartre croit qu'il est utile d'injurier. Je trouve que c'est son bon droit. Sur quoi s'opposent Sartre et Aron? Alors, première chose, je tiens à le dire, vous mentionnez l'engagement dans le journalisme sous le signe de l'éditorial de Aron. C'est surtout au Figaro qu'il va mener sa carrière. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'était le grand quotidien de la bourgeoisie, disons ça comme ça. Et c'est là qu'il va ensuite aller à l'Express, mais ça va être le pôle central de son ancrage dans la vie publique. Et qu'est-ce qu'il va, dans son opposition à Sartre, qu'est-ce qu'il y a? Sartre nous dit, il y a la liberté absolue peut s'accomplir pour peu qu'il y ait une révolution. La société parfaite est possible pour peu qu'on la veuille vraiment. Eh bien, si vous croyez vraiment que la société parfaite est possible si on la veut, donc vous avez la conviction d'avoir le savoir de cette société parfaite, la personne qui est devant vous est soit un ignare, alors là vous le réformerez, soit quelqu'un qui sait qu'il s'oppose à vous pour des intérêts inadmissibles, alors c'est un salaud et vous l'exécuterez. D'ailleurs, Sartre avait une complaisance pour la violence politique, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que chez Aron, il y a justement cette idée du pluralisme inévitable de la cité. Tous ne communient pas aux mêmes idées, aux mêmes idéaux, et de ce désaccord naît justement la délibération civique, de ce désaccord naît la possibilité d'un échange fructueux entre des valeurs qui sont toujours inconciliables, la liberté, l'égalité, ça se confronte un peu, l'autorité et l'esprit d'insoumission, l'enracinement et le cosmopolitisme. Et Aron nous dit, il est possible de rassembler tout ça pour peu qu'aucune idée n'ait le monopole du pouvoir, du vrai, du bien et du juste. Donc il y a chez lui un authentique pluralisme intellectuel et politique qui est étranger à la pensée d'un Sartre qui croit avoir la vérité révélée de la Révolution. Ouais. Avec cet élément supplémentaire, mais ça on l'a déjà abordé, et Aron et Camus là-dessus seront dans le même camp, de refuser au nom d'une idéologie ce que Sartre accepte, ces horreurs staliniennes, les camps et tout ce qu'on vivra dans cette URSS de l'époque. Puisqu'on parle de Camus, Camus s'oppose à l'indépendance algérienne. Aron, non. Il la soutient. Pourquoi? Aron la soutient, mais il ne la soutient pas avec les arguments des anticolonialistes de gauche. Aron dit, bon, premièrement, l'Empire, nous n'en avons plus les moyens. Le voudrait-on qu'on n'en a plus les moyens? Donc, autrement dit, l'Empire ne nous rapporte rien, il nous coûte. Oui. Deuxièmement, il nous dit, l'époque a changé. Nous ne sommes plus à l'heure de la gloire rayonnante par l'occupation territoriale du monde. Et troisièmement, il reconnaît tout simplement le droit des Algériens de se gouverner eux-mêmes. Mais Aron, lorsqu'il parle comme ça, il ne cherche pas à faire des phrases poétiques pour gagner l'esprit des gens déjà gagnés à l'indépendance algérienne. Ce qu'il veut, c'est convaincre son propre camp d'accepter la réalité de l'indépendance algérienne en disant, encore une fois, je ne vous livre pas une déclaration poétique pour la chose, mais au nom de la raison froide, vous devez y consentir. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne. Donc, ils occupent la Sorbonne. Politiquement... Il y avait environ 150 étudiants qui appartenaient au groupe de Cohn-Bendit à Nanterre. Il y en avait quelques centaines qui étaient sympathisants. Et avant les troubles de mai-juin, il y avait 12 000 étudiants à Nanterre. Par conséquent, avant la période de délire collectif, Cohn-Bendit représentait un tout petit groupe d'enragés. Cela dit, la technique qu'applique ce groupe, et tous les groupes d'enragés à travers le monde appliquent la même technique, consiste à provoquer les autorités universitaires, à les amener à prendre des mesures impopulaires, de manière à rallier autour du groupe des enragés un nombre plus ou moins grand d'étudiants auparavant distants, réticents, passifs ou hostiles. Par conséquent, si vous me dites « Monsieur Cohn-Bendit représente-t-il l'ensemble des étudiants français ?» c'est une plaisanterie. Il représente en période normale un tout petit groupe, et un tout petit groupe qui, comme tous les groupes extrémistes en période de crise, peut rallier un nombre substantiel d'étudiants. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont remontent. Ah la vache, pousse-toi. Bon, là, il y a 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres.
Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Quelques archives qui nous ramènent dans ce contexte de mai 68. Vous entendiez donc dans ce bloc Daniel Cohn-Bendit au tout début et puis Raymond Aron à l'émission Présent en août 1968. Mathieu Bock-Côté, où se situe Raymond Aron? On a déjà une petite idée dans ce grand tumulte de mai 68. Il y est très opposé. Il y voit une espèce de carnaval, d'espèce d'étrange délire collectif. Mais sa révolution sur mai 68 va évoluer avec le temps. Au début, il est très opposé. Il va faire partie des gens qui vont appuyer quand le général de Gaulle ramène l'ordre. Eh bien, il va défiler sur les Champs-Élysées. La plus grande manif de mai 68, c'est la manif pour le retour à l'ordre, ce qui est quand même pas un détail. Cela dit, au début, il va écrire « La révolution introuvable ». Donc, il voit une forme de carnaval étudiant un peu loufoque qu'il peine à prendre au sérieux. Il y a une forme de distance hautaine avec ça. 10 ans plus tard, dans le plaidoyer pour l'Europe décadente, Aron a fini par prendre au sérieux mai 68 et il dit finalement, peut-être était-ce une crise de civilisation. Et en quoi était-ce une crise de civilisation? Parce que c'est le principe même de l'autorité légitime et de la transmission qui a été remis en question. Et Aron, finalement, 10 ans plus tard, se dit, c'était finalement plus grave que ce que je ne croyais. C'était pas simplement un moment de délire, c'était une forme de rupture de nos ressorts intimes. Et il s'est mis à s'inquiéter grandement, on pourrait dire, des effets de mai 68, mais après les événements. Oui. Cet homme libre, au fond, qu'il défend tout le temps, en 68, s'est exprimé, a dit son mécontentement face à ce système qu'il défend tout autant. Oui, mais je dirais, Aron avait été très critique du système universitaire pendant longtemps. Il faut pas se tromper, c'était pas un mandarin universitaire conservateur à l'ancienne. Mais Aron, quand il y aura mai 68, il nous dira un instant. Il faut avoir des réformes intelligentes, mais le carnaval révolutionnaire dans la rue, mené par des agités qui passent d'un théoricien révolutionnaire à l'autre, il dit non merci. Et je ne crois pas, Aron ne voyait pas, je crois, dans mai 68 une expression de la liberté, mais plutôt l'expression d'un délire. La liberté raisonnable pour lui était du côté de ceux qui s'opposaient à mai 68. Oui. Il meurt en 83, Raymond Aron. Quel héritage nous laisse-t-il, Mathieu Bock-Côté? Je pense que c'est un héritage immense et sous-estimé. Parce qu'on a l'habitude d'enfermer Raymond Aron dans le 20e siècle. L'Union soviétique est tombée, le communisme est tombé, on se dit, ben parfait, il appartient à ce siècle, il ne nous parle plus. Et quant à moi, relisant très souvent certains de ses livres, ses mémoires, on s'en laissait sur les libertés, l'opium des intellectuels, plaidoyer pour l'Europe décadente, on pourrait multiplier les ouvrages, il y a chez lui une réflexion éclairante et éclairée sur les conditions de la liberté politique dans la modernité. La liberté politique ne flotte pas d'elle-même sans les ancrages civilisationnels qui la rendent possible, et elle demeure par ailleurs la finalité indispensable de la cité. Donc je crois qu'on peut lire Aron aujourd'hui dans une époque qui redécouvre le visage du totalitarisme, et dans une époque qui aujourd'hui croit peut-être que la liberté flotte dans le ciel. On a oublié les ancrages politiques et civilisationnels de la liberté. Relire Raymond Aron, c'est relire un philosophe de la liberté possible, de la liberté raisonnable. C'est pas un philosophe de l'utopie, c'est un philosophe qui nous dit à quelles conditions la liberté peut être véritablement ancrée dans notre monde. De ce point de vue, je crois que c'est un guide intellectuel qu'on aurait avantage à lire et relire encore longtemps. Il est passé un peu à l'oubli? Il est passé à l'oubli pendant un temps. On le célébrait, on disait Aron a eu raison, ensuite on l'oubliait. Je crois qu'aujourd'hui, on le redécouvre peu à peu. Il a des héritiers remarquables, Pierre Manant parmi ceux-là. On pourrait dire la revue Commentaire, évidemment, qui poursuit son œuvre. Je crois qu'il est passé à l'oubli pendant un temps. Je pense qu'on le redécouvre peu à peu aujourd'hui. Mathieu Bock-Côté, en tout cas, vous nous l'avez à votre manière aussi fait redécouvrir. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, sociologue, essayiste. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.